Parfois, les moqueries, les injures, même une fois loin, sont toujours présents. Elles restent là, dans notre tête. C'est ce que je ressens en lisant ce passage. Elle se dévêtit. D'abord sa blouse, puis sa jupe, trop longue, détestée. Sa combinaison, sa gaine, sa culotte, son porte-jartelle et ses bas. Elle considéra ses lourds vêtements empilés, les rangées de boutons, les élastiques, avec une expression de détresse farouche. À la bibliothèque de l'école, il y avait tout un tas de vieux numéros de 17 ans, et souvent elle les feuilletait en affectant un air inexpressif et détaché. Les modèles avaient une attitude si effrontée, si insouciante dans leurs jupes courtes, voletantes, leurs collants, leurs légers dessous imprimés. Bien sûr, effrontée était un des termes favoris de maman. Oh, pas pour les décrire. Elle se sentirait elle-même terriblement honteuse si cela se savait. Nue, hostile, l'âme noircie par le péché d'exhibitionnisme. Des bouffées de brise lui caressaient le derrière des cuisses, éveillaient en elle une lascivité confuse. Et elle savait que les autres devineraient ce qu'elle ressentait. Elle devinait toujours. D'une façon ou d'une autre, elle la tourmenterait, la ravalerait sans pitié à son rôle de repoussoir. C'était leur seule attitude à son égard. Bonjour et bienvenue dans les lectures de Chubby. Parlons de Stephen King, cet homme né en 1947 dans le Maine. Il est présenté comme le maître de l'horreur. Combien de personnes ont été traumatisées par les clowns avec le film Ça? Pourtant, à mes yeux, King est en réalité un conteur du quotidien, un observateur de la souffrance humaine. Celle-ci est retranscrite dans sa plus profonde noirceur dans ses œuvres. Une illustration, Shining, alcoolisme, folie, et d'ailleurs, qui n'a jamais vu la scène avec Jack Nicholson qui passe sa tête au travers de la porte défoncée à la hache? Oui, c'est là que sont les monstres les plus effrayants, ceux qui ne sortent pas toujours de l'ombre, mais sont au grand jour, dans les écoles, dans les familles, dans les villes les plus ordinaires. L'horreur de King est donc dans le drame humain. Il montre le reflet de notre plus profonde noirceur. Il nous tient par la main pour sortir de la lumière et sombrer petit à petit. Le fantastique, lui, n'est que la petite goutte qui fera tout déborder. En ce jour, découvrons ensemble l'origine de tout. Allons à la rencontre de Carrie, premier roman de Stephen King. Carrie. L'histoire débute sous les douches, après le sport. Une adolescente de 16 ans se met à saigner abondamment pour la première fois. Paniquée, elle demande de l'aide. Dans leur grande bonté, ses camarades vont lui en donner, au travers de tampons. Le premier à la poitrine, puis au visage, puis d'autres encore, et encore. Donner n'était peut-être pas le bon mot. C'est sous les moqueries et les injures que Carrie des experts. Comme je le disais, Carrie, sorti en 1974, est le tout premier roman publié par Stephen King. L'histoire d'une adolescente de 16 ans, timide, brimée par ses camarades et écrasée par une mère fanatique. Carrietta White, à savoir Carrie, est la fille d'une femme croyante, fanatique au point de confondre la foi avec la folie. Dans cette maison où tout est péché, la vie quotidienne devient un acte de contrition. La moindre faute conduit Carrie au placard, à genoux, priant jusqu'à l'épuisement pour effacer le mal. Au fur et à mesure de l'histoire, Carrie va se découvrir un pouvoir de télékinésie. Et plus nous plongerons dans ses tourments, plus ses pouvoirs progresseront. Ce qui est saisissant, c'est le harcèlement continu que subit Carrie depuis son enfance. Tout le monde est au courant. Mais lorsque je dis tout le monde, c'est bien tout le monde. Pas uniquement ses camarades de classe, mais les enseignants qui en ont conscience, les habitants de la ville. Tous connaissent Carrie au travers de sa folle de mère, et personne ne lui tendra jamais la main. Elle connaît la douleur de retenir ses propres larmes devant les autres, pour ne pas que ce soit pire. Elle sait garder le silence, car émettre le moindre son pourrait ouvrir les vannes, et ça serait bien pire. Amis lecteurs, combien parmi vous
ont aussi connu ce sentiment. Je sais que vous êtes là. Puis, pour Carrie, vint tout de même l'espoir, au travers de Sue et Tommy. Sue, l'une des jeunes filles ayant harcelé Carrie, regrette profondément ses actions et convainc son petit ami, Tommy, d'inviter Carrie au bal. Tommy est le beau gosse du lycée. Carrie finira par accepter. Elle ira même malgré le refus et la violence de sa propre mère. Sans être magnifique, elle sera belle, dans une robe faite par elle-même. Celle-ci dissipera enfin les ténèbres. Malheureusement, l'espoir n'est que lueur, et celle-ci sera vite soufflée dans la scène iconique du bal. Horreur, feu, désespoir, c'est l'explosion. Les larmes ne seront plus retenues, et la folie entrera en scène. Qui n'a jamais rêvé un jour de se venger de ses bourreaux, de leur faire subir le contre-coup de ses actions? C'est ce que fait Carrie. Elle se venge de l'école et de la ville. Elle venge nos souffrances dans une violence sans nom. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est l'analyse saisissante du harcèlement et de la honte sociale qui en découle. La tension est dramatique. Elle transforme petit à petit la souffrance en tragédie universelle. Les personnages sont simples, sans pourtant être vides. L'écriture de King, elle, est directe, mais d'une profondeur émotionnelle rare. Une écriture facile à adapter au cinéma. L'adaptation la plus marquante pour moi reste celle de Brian De Palma, en 1976. Carrie est à la fois fragile et terrifiante, dans une mise en scène qui relève presque du sacré. Le bal, filmé au ralenti, devient un rituel de sacrifice, où la cruauté du groupe se retourne contre lui-même. Il existe des versions plus modernes qui ont tenté d'actualiser les propos, mais elles ont souvent perdu la petite ambiguïté qui faisait que Carrie n'est pas un monstre, mais une victime qu'on a poussée à devenir monstre. La modernité, d'ailleurs, est l'une des faiblesses de ce livre. Certains aspects de la société américaine des années 70 ont bien vieilli. De plus, les personnages secondaires vont manquer de nuances. Avoir des personnages simples, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Enfin, ce qui m'a sans doute le plus gêné dans la lecture, ce sont des articles de presse racontant l'enquête du drame survenu dans la ville. L'idée est super, mais elle m'a rendu la lecture difficile dans la vieille traduction que j'ai pu avoir. En effet, d'un paragraphe à un autre, on pouvait passer de l'histoire à l'article sans que rien nous indique qu'un changement avait eu lieu. À voir avec les présentations plus récentes. Au final, Carrie n'est pas une histoire de monstre, ni d'horreur. C'est l'histoire d'une société qui fabrique ces monstres. Chaque insulte, chaque moquerie, chaque silence complice construit lentement la colère qui explose à la fin. Et quand elle explose, c'est à la fois effrayant et profondément libérateur. Parce qu'au fond, qui n'a jamais rêvé, ne serait-ce qu'une seconde, d'avoir ce pouvoir-là, celui de répondre enfin à la cruauté, pas pour détruire, mais pour exister. Stephen King, sous couvert d'horreur, nous parle ici de la solitude de la honte et du besoin viscéral de reconnaissance. Et c'est peut-être pour ça qu'on le lit encore aujourd'hui, parce que dans ces histoires, l'horreur, c'est nous. Et donc, Carrie, victime, monstre, héroïne, à vous de me le dire.